cette capsule me tient particulièrement à cœur, puisque c'est une capsule lors de laquelle je vais vous parler de Vladimir Poutine. Alors on dit toujours Vladimir Poutine est quelqu'un d'assez mystérieux. Depuis un an, on lui traite toute forme de caractéristiques. Il serait un boucher, il serait malade, il serait tout ce qu'on peut imaginer. Alors qu'on fait pour connaître Vladimir Poutine, il suffit de regarder son CV, il suffit de lire son histoire, il suffit de voir d'où il vient, il suffit d'imaginer ce qu'il a pu vivre pendant sa vie, compte tenu de d'où il vient, les personnes avec qui il a travaillé, les personnes qu'il a fréquentées, ce qu'il a vécu dans son pays, dans sa chair, et finalement ce qu'il a fait, quelles sont ses réalisations. Et on va se rendre compte que l'image qui est tressé de lui est totalement à l'inverse de la personne qu'il est. Et c'est quelqu'un qui est, comme vous allez le voir si vous partagez ce récit que je vais faire, complètement fascinant. Il va être très vraisemblablement un des personnages les plus importants de l'histoire contemporaine, et quelque part les plus essentiels. Alors j'ai pris beaucoup de notes, donc parfois je reviendrai vers mes notes pour m'assurer que j'oublie pas des points importants, puisque comme je fais toujours mes capsules en une fois, sans montage, et ben ce qui sera entre maintenant et le mot de la fin sera la capsule sur Vladimir Poutine. Il est possible que je ne développe pas tellement la partie sur l'Ukraine, ça dépendra du temps. Mais en tout cas, je vais vous raconter l'histoire de la vie de cet homme né à Leningrad le 7 octobre 1952. Leningrad était le nom, à l'époque, en Union soviétique, de cette ville qui a été à nouveau baptisée Saint-Pétersbourg après la chute du mur de Berlin et la fin de l'URSS. Donc aujourd'hui, il a 70 ans. Il a deux filles d'un premier mariage, il aurait une autre fille d'un autre mariage. Enfin, il y a beaucoup de bruit qui court autour de sa vie personnelle. Et c'est important, mais pas tellement, puisqu'en fait, on va se rendre compte qu'il a consacré toute sa vie à la Russie. Totalement. Il s'est dévoué à la Russie, mais il s'y est dévoué en stratège. C'est-à-dire que d'un bout à l'autre, il a eu une énorme ambition pour ce pays. Ce pays qui est celui de sa famille. Son grand-père, pour vous donner une idée, avait été un des cuisiniers de la famille Romanov. Et c'était un personnage tellement spécial, tellement charismatique, qu'il était resté ensuite cuisinier sous Lénine et qu'il a également été cuisinier sous Staline au Kremlin. Donc on voit qu'il y a une destinée dans cette famille qui est très forte, famille qui remonte, dont les origines remontent jusqu'au XVIIe siècle, qui était une famille de paysans. Alors peut-être un point qui est important également pour comprendre Poutine, il a deux frères qui sont nés jeunes, qui étaient nés bien avant lui. Lui, il est né après la Deuxième Guerre mondiale, pendant une période très dure, mais son père a été grièvement blessé pendant la guerre. Et il y avait eu également, on parle beaucoup du siège de Stalingrad, mais il y a eu un siège aussi de 850 jours à Leningrad, qui est également une ville qui a résisté. Et sa mère avait été laissée pour morte durant ce siège. Et c'est le père, en sortant de l'hôpital, qui a sauvé la mère, qui avait survécu dans les décombres de cette ville complètement détruite, et qui l'a sauvée. Et quelques années après est né Vladimir Poutine. Donc Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Eh ben, c'est quelqu'un qui naît dans une Russie athée, donc, puisque c'est l'URSS à l'époque, et la religion c'est le communisme. Mais sa famille étant très croyante, il est baptisé dans le secret. Très jeune, il découvre les arts et la culture, mais c'est surtout un grand sportif et il gagne pas mal de titres, en particulier en judo. Mais il pratique à un niveau sérieux le ski alpin, le tennis, l'équitation, la natation.
Il rejoint l'université de Leningrad. À l'université de Leningrad, il a un parcours plutôt brillant. Et d'ailleurs, un de ses profs, il va le retrouver des années après, et il s'appelle Anatoly Sobchak. Et ils auront un parcours très important pour l'histoire de la Russie contemporaine ensemble. Euh, Vladimir Poutine apprend l'allemand, qu'il parle assez vite, couramment, peu l'anglais, peu également d'autres langues, mais vraiment couramment l'allemand. Et ce qui fait qu'il va être envoyé par le KGB à Dresde. Donc alors qu'il a un grade dans les services secrets, donc au KGB, de commandant, il rejoint l'équivalent de ce que serait l'école de guerre pour un Français. C'est l'Institut Andropov. Et c'est un personnage qui est tellement charismatique, contrairement à ce que beaucoup racontent, qu'il est élu par ses camarades officiers chef de son unité de formation. Donc il est reconnu par ses pairs comme étant véritablement leur leader. Donc rappelez-vous, il est sportif, c'est un étudiant brillant, et c'est un excellent agent du KGB, et il est essentiellement focalisé sur tout ce qui concerne le patriotisme. Donc une éventuelle cinquième colonne, etc. Je vous rappelle qu'on est à ce moment-là, on approche de la chute du mur de Berlin, et la guerre froide bat son plein. Donc il y a une vraie inquiétude en Russie sur des manœuvres qui pourraient être faites à l'intérieur du pays pour le déstabiliser. Donc je vous rappelle que même dans un pays communiste très froid, il y a des mafias qui sont très importantes, il y a des courants politiques, il y a des volontés politiques. La Russie, c'est un pays immense dans lequel, en réalité, tout est possible. Et la grande spécialité de Poutine, c'est toutes les questions de terrorisme intérieur et d'influence à l'intérieur du pays. Fin 85, il a un poste d'ailleurs à Dresde en RDA. Semble-t-il, il y est particulièrement efficace. Et et d'ailleurs, ceux qui sont envoyés à l'international en général sont les bons éléments du KGB. Donc il a un rôle de recrutement, et pas mal d'anecdotes. Alors c'est assez difficile parce que Poutine n'est pas forcément quelqu'un qui parle beaucoup de lui, puisque son focus c'est la Russie, et les gens qui se prétendent être des biographes en général font beaucoup de battage pour faire du tirage pour leurs livres, mais ils sont assez éloignés des faits. Donc on a beaucoup d'exemples en France de personnes qui prétendent avoir été assez proches de lui, et qui en réalité étaient des personnes pas significatives, alors qu'on voit que toute l'histoire de Poutine est une histoire extrêmement brillante, fiable, solide, rigoureuse, et finalement assez importante. Au moment de la réunification de l'Allemagne, donc après la chute du mur de Berlin, Poutine, qui est devenu entre-temps lieutenant-colonel, retourne à Leningrad, et il se rapproche de son ancien professeur, Anatoly Sobchak, dont je parlais, qui va devenir assez rapidement le maire de la ville de Saint-Pétersbourg. Et il va devenir donc un de ses plus influents conseillers, Vladimir Poutine, et il sera ensuite le premier adjoint de la mairie de Saint-Pétersbourg, qui est un véritable tremplin. De là, en 96, il est nommé, beaucoup à l'initiative d'ailleurs de Sobchak, qui lui recommande de se rapprocher de Moscou. Il est nommé à Moscou au sein de l'administration présidentielle, dont il devient dès 97 le vice-président. Il a une ascension formidable. C'est un personnage qui reste dans l'ombre, assez discret, mais qui est finalement un personnage clé, puisque on lui donne rapidement la présidence d'une administration qui s'occupe des relations entre l'État central et les régions. Et on verra tout ça, ça va être considérablement important pour Vladimir Poutine, puisque la Russie est un immense pays, un pays fédéral,
et il va être tellement affaibli après les années Helsinki par un dépeçage, etc. Le pays perd 40% de son PIB, il n'a plus du tout de repères. Enfin, c'est une période qui est abominable. Et lui, la vie de l'intérieur, qu'il y a une véritable crainte chez Poutine d'un délitement encore plus fort de la Russie qui a déjà perdu une grande partie avec l'explosion de l'URSS de tout ce qu'elle était. Et je vous parle des pays, des régions les plus industrielles, puisque l'Ukraine est devenue indépendante, et des régions pétrolières, comme par exemple le Kazakhstan. En 98, il est nommé patron des services secrets russes, un poste extrêmement important. Et en parallèle à ça, il est conseiller à la sécurité intérieure du président. Donc il a 2 titres. Et Boris Helsinki, qui souffre énormément de problèmes de corruption, d'alcoolisme, etc., qui est plus forcément un personnage en odeur de sainteté, qui est considéré comme très très proche des États-Unis, et peut-être un des fossoyeurs finalement de ces premières années de la Russie, donc de la fin de la bipolarité du monde, décide de nommer Vladimir Poutine l'équivalent de Premier ministre, donc le président du gouvernement. Puisqu'en fait, vous avez le président de la Fédération de Russie et le président du gouvernement en dessous. Et il le nomme président du gouvernement, et très très rapidement après, il annonce par surprise sa démission, et en déjouant tous les pronostics en fait, des Américains qu'il avait maintenus au pouvoir grâce aux médias, grâce à des campagnes fort habiles. Et Vladimir prend le pouvoir, des élections anticipées sont organisées pour empêcher quiconque de venir finalement l'affronter de façon crédible. Et il est élu au premier tour avec 52%, ce qui sera une de ces élections présidentielles avec le moins de marge, puisqu'il sera plutôt proche en général des 70%. Il a une grosse popularité, à part, on verra, au début des années 2010. Et Vladimir Poutine en gardera une très très grande reconnaissance pour Boris Helsinki, ce qui fait qu'il lui offrira de très grandes obsèques. Mais c'est surtout cette tradition finalement que va imposer Vladimir Poutine, même constitutionnellement. C'est un respect total pour les chefs de l'État et chefs du gouvernement russe pendant l'exercice de leur mission et après l'exercice de leur mission. Ils considèrent que c'est un gage de stabilité, un gage de sérénité pour qu'ils appliquent au mieux l'intérêt de la Russie. Donc il a eu évidemment une ascension incroyable, et on se rappelle à l'époque où il était chef du gouvernement, au moment de la guerre en Tchétchénie, qu'il annonçait qu'il irait buter les terroristes jusque dans leurs chiottes. Donc il avait un caractère extrêmement fort. Dans sa biographie, Helsinki parle de Poutine comme étant le membre de toutes les équipes gouvernementales qu'il avait croisées dans tout son parcours politique, le plus brillant et le plus exceptionnel, le plus synthétique, celui que tout le monde écoutait dans une réunion, parce qu'il avait une vision froide, calme des choses, avec toujours beaucoup de bon sens, et véritablement le sentiment que c'était quelqu'un d'extrêmement fiable sur lequel on pouvait complètement s'appuyer. Donc il devient véritablement non plus président par intérim, mais président pour la première fois en 2001. Ses objectifs immédiats, c'est finalement de redorer le blason de la Russie. Et d'ailleurs, assez vite, il reprendra l'hymne soviétique qui avait disparu. Alors il y aura une polémique autour de ça, mais il reprendra cet hymne pour lui qui est important, on verra. Poutine ne renie jamais le passé de la Russie. Il peut regretter des choses, comme il dira,
L'effondrement de l'URSS a été une des plus grandes catastrophes, selon lui, du XXe siècle, mais vouloir reconstruire l'URSS serait une énorme bêtise. Donc il dit, finalement, ne pas regretter, c'est qu'on n'a pas de cœur, mais vouloir recommencer, ce serait ne pas avoir un cerveau. Donc il n'a pas du tout de volonté impérialiste, contrairement à tout ce qu'on peut raconter, et je vais essayer de partager avec vous pourquoi je suis convaincu de cela par rapport aux événements actuels. Il crée autour de lui une équipe hyper soudée et qui va l'accompagner quasiment pendant les 20 ans, même si parfois il passera de président de la Fédération de Russie, donc réellement président, et président du gouvernement, c'est l'équivalent d'un premier ministre. Donc il y a des partis en Russie, il y a véritablement des élections libres et démocratiques. Évidemment que les grandes démocraties occidentales qui sont exemplaires, comme on a pu le voir aux États-Unis ou ailleurs en termes d'élections, passent leur temps à critiquer. Mais je pense par exemple, juste à titre d'anecdotique, que Poutine n'a jamais eu la couverture médiatique qu'a pu avoir Emmanuel Macron lors de ses 2 élections en France, ni cette capacité de tout l'establishment à détruire son adversaire à chaque fois en finale, voire même à éliminer sur le plan judiciaire des adversaires extrêmement crédibles. Je n'ai pas besoin de vous rappeler la manière avec laquelle Fillon a été totalement éliminé et tous les traquenards qui ont pu être mis sur son chemin pour ouvrir la voie à une présidence de Macron, dont on voit les résultats calamiteux, et on verra en 2018, hein, dans les discours qui ont eu lieu à Versailles entre Macron et Poutine, à quel point ils étaient annonciateurs de la crise mondiale dans laquelle on est aujourd'hui. Donc il est clair que c'est quelqu'un qui était là pour faire d'importantes réformes, et pour ça, Poutine, et on l'appelle souvent néo-tsarisme, etc., considère que dans un pays aussi compliqué que la Russie, il faut que le chef de l'État ait un pouvoir fort. Et donc il va y avoir 2 étapes dans ce pouvoir fort. Il va y avoir un pouvoir présidentiel et du Premier ministre extrêmement fort. Et depuis la dernière réforme constitutionnelle, en 2020, là, ça a été la volonté de donner un pouvoir beaucoup plus fort au Parlement. C'est-à-dire que Poutine avait considéré que le pays était sans doute arrivé à nouveau à un niveau de maturité et stabilité qui lui permettait de reconfier beaucoup plus de pouvoir à son Parlement élu. Alors, je vous rappelle que c'est un État fédéral, la Russie, mais que les gouverneurs sont, en tout cas c'est le système actuel, sont nommés par le pouvoir central, donc ils sont nommés par Poutine, mais ensuite ils n'ont réellement tous les pouvoirs que quand cette élection est confirmée par un mécanisme électoral local. Mais en tout cas le chef des régions fédérales sont nommés par Vladimir Poutine. Alors le parti de Vladimir Poutine s'appelle la Russie Unie, et le personnage éminemment important de Russie Unie, c'est Medvedev, donc qui remplaçait entre guillemets Poutine à la tête du gouvernement pour respecter la Constitution. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut de Poutine, mais c'est un chef d'État qui respecte complètement le droit. Donc il peut faire évoluer le droit, le changer, mais en respectant les règles constitutionnelles, en respectant tout. Et on a vu, ça a été exactement la même chose au moment de l'opération spéciale. C'est exactement la même chose après chacun de ses discours. Il annonce, et après, le gouvernement valide ou non, et le Parlement valide ou non, et les différents comités de sécurité, etc. Mais tout se passe de façon complètement transparente. C'est-à-dire que Poutine annonce, et les mécanismes du pays se mettent en place pour valider ou éventuellement invalider les choses. Il est clair qu'il a mis énormément de moyens pour remettre sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, la Russie au sommet de la scène internationale. Je vous rappelle quand même qu'il a vécu au cours de cette période la crise financière de 2008, qui évidemment a touché
la Russie. Il a vécu la crise de Médane, les sanctions suite au rattachement de la Crimée, la guerre de Syrie, puis maintenant cette opération spéciale au Donbass avec d'autres sanctions les plus fortes que n'ont jamais eu à subir le moindre État. Donc Poutine a véritablement montré sa solidité, sa résilience à la tête de l'État russe, comme je vais continuer à vous montrer quelques cicatrices fortes, en particulier la Libye, le fait d'avoir eu un vote neutre qui a donné les coups des franches finalement aux pays les plus agressifs pour renverser le régime de Kadhafi et détruire complètement ce pays qui était stabilisé, qui était véritablement en train de devenir un phare pour l'Amérique. Je développerai ça vraisemblablement dans une autre capsule sur ces chefs d'État qui ont été renversés et qui avaient été un temps nos alliés, puis diabolisés, etc. Puisque ça, c'est une forme de routine dans l'attitude occidentale vis-à-vis du reste du monde. Et évidemment, la très forte cicatrice de la Yougoslavie, puisque comme vous savez, c'est un pays orthodoxe, proche religieusement de la Russie, qui est un pays qui est éminemment religieux. Sainte Russie, une vraie proximité entre le patriarche Kirill et Vladimir Poutine. Ils sont proches et parmi les immenses constructions qui ont été réalisées depuis que Poutine est au pouvoir, il y a le pont de Crimée qui est une construction incroyable puisqu'il a permis de relier la Crimée du continent russe avec des voies ferrées et une voie autoroutière. Évidemment, tout ce qui est lignes, télécom, fibre optique, etc., mais également des tuyaux d'eau parce qu'il y avait des gros problèmes d'approvisionnement en eau qui sont, semble-t-il, maintenant réglés pour la Crimée, en tout cas pour les habitants, et maintenant, grâce à la réouverture du canal du Dniepr qui va vers la Crimée, et maintenant même d'autres solutions de remplacement au cas où le barrage sur le Dniepr aurait des problèmes. On se rappelle tous qu'il a été ciblé par différents bombardements. Et donc, Vladimir Poutine a construit ça, mais il a également construit une immense cathédrale à la mémoire de tous les soldats russes qui se sont battus pendant les différentes guerres et évidemment pendant la Grande Guerre, puisque ça c'est un point sur lequel on n'insistera jamais assez. Donc les parents de Vladimir Poutine ont véritablement vécu cette guerre et Poutine est né sous Staline. Et il a vécu ce pays qui avait gagné la guerre contre le nazisme, qui avait gagné 90%. 270 divisions allemandes étaient face à la Russie, qui a quand même perdu 27 millions de personnes, civiles et militaires, et qui n'a jamais été reconnue comme telle. Et plus les années passent, moins le souvenir du rôle extrêmement important de la Russie est respecté. Je vous rappelle que la Russie n'a pas été invitée pour les commémorations de la libération des camps d'Auschwitz, qui pourtant a été libéré par les soldats soviétiques. Et pareil, jamais quasiment la Russie n'a été invitée pour les festivités de la paix. Alors qu'à l'inverse, les Japonais invitent les Américains pour les commémorations d'Hiroshima. Comme quoi, c'est véritablement les deux poids et deux mesures de notre monde. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je ne pourrais pas le développer dans le détail, mais c'est une des raisons pour lesquelles Poutine s'est mis à investir beaucoup dans des médias comme Sputnik, RT. Ils ont essayé de relancer le cinéma face à Hollywood pour ne pas sortir et trier les archives, etc., pour ne pas laisser l'Occident raconter une histoire fausse. Et on a eu l'anecdote récemment pendant la conférence de Munich d'une première ministre estonienne expliquant avec quelle habileté ils avaient très vite changé tous les livres d'histoire pour beaucoup plus les rapprocher du format occidental et pas du format russe. Et ce qui peut expliquer pourquoi aussi facilement
au cours des 10 derniers mois, 12 derniers mois, autant de monuments à la commémoration des soldats de l'armée rouge ont été tout simplement détruits, dégradés dans ces pays-là, comme si ça n'avait jamais existé, comme si cette page de l'histoire n'avait pas existé, et que les 27 millions de morts russes pour libérer l'Europe du nazisme n'avaient pas existé. Donc les personnages importants du début, c'était Eltsine et Sobchak qui ont poussé Vladimir Poutine. Après, on va voir toute une liste de personnes qui vont le suivre continuellement. Donc évidemment, il y a son ministre des Affaires étrangères, Lavrov, il y a Dimitri Medvedev, qui était beaucoup plus transparent, mais aujourd'hui, avec son nouveau poste important au niveau de la sécurité, eh ben, il est un des acteurs clés de la communication avec Peskov, Dmitri Peskov, et Sakharova, donc la porte-parole et un peu le directeur du cabinet du Kremlin. Évidemment, le ministre de la Défense, Shoigu, et le nouveau Premier ministre, qui est un personnage relativement discret, qui est Mishustin, mais qui est un personnage très très important, qui a été mis en place par Poutine avec deux missions. C'est la cinquième colonne, donc supprimer la cinquième colonne, parce qu'il y a toujours cette crainte de cinquième colonne, et tout ce qui concerne la fraude fiscale. Mais là, j'ai un peu devancé, je vais revenir par rapport à l'histoire. Donc, il est président par intérim, il aura toujours protégé sa famille, et élu à chaque fois au premier tour, et toujours dans le cadre de véritables élections avec des partis d'opposition qui sont présents au Parlement. L'essentiel des chaînes, il faut savoir, sous Yeltsin, ont été privatisées, et elles appartiennent à des grands capitaux étrangers. Et pareil, sous Yeltsin, l'essentiel de l'économie russe a été complètement dépecé, pas que l'économie et la finance. Et donc, si vous allez en Russie, alors c'est plus tellement possible depuis 2 ans, mais si vous y étiez allé avant, vous auriez vu que la grande distribution, la restauration et 900 fast-food, McDonald's en Russie, mais plein d'autres fast-food, de pizzeria, etc., tout équipé avec des systèmes de logiciels étrangers. L'industrie, on a Leroy Merlin, les Auchan, Renault, Peugeot, toutes les grandes marques étaient présentes, les grandes banques, et évidemment également Société Générale et autres. Donc c'était un pays qui était complètement aux mains de la finance internationale, essentiellement d'ailleurs américaine et anglaise. Donc on pourrait dire la finance anglo-saxonne. Beaucoup moins les Français ou les Allemands, qui ont des relations fortes, mais qui n'avaient pas dépecé l'animal russe, entre guillemets, l'animal soviétique, quand il est devenu russe. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'il a fallu pas mal de temps à Yeltsin, à Poutine, pour reprendre, entre guillemets, le contrôle, en particulier, et c'était la grande priorité, des industries de l'énergie. En fait, ça, c'était la clé, puisque c'est l'essentiel des revenus, et c'était des boîtes qui avaient été complètement prises. Donc, pour vous donner une idée, il y a une boîte qui s'appelle Yukos, qui avait été rachetée quelques centaines de millions, alors que c'était une boîte qui valait plusieurs dizaines de milliards, plutôt plusieurs centaines de milliards, et qui était en train d'être rachetée par des grands groupes américains, ce qui aurait rendu les choses très difficiles. Donc le patron, c'était Khodorkovsky, qui était mis en prison pour différentes raisons de fraude, etc. Et ce qui a permis de réintégrer ça finalement dans une forme de giron de l'État russe, pour que les revenus du pétrole, en tout cas, ne s'échappent pas complètement à l'étranger, puisqu'il y avait une grande partie qui s'échappait forcément à cause des technologies, etc., puisqu'on avait les boîtes à Halliburton, Schlumberger, etc., qui faisaient toute l'exploitation pétrolière. Donc il y avait de très importants coûts qui de toute façon partaient à l'étranger. Tous les consortiums, comme on l'a vu avec Nord Stream, on en parlera, mais partout, Sakhalin, etc., il y avait les groupes comme BP, etc., qui étaient omniprésents, les groupes américains qui vraiment se taillaient la part du lion, mais en plus, les entreprises russes appartenaient à des oligarques qui étaient complètement liés
aux pays anglo-saxons. Et on a vu au début de l'opération spéciale le nombre d'oligarques plus ou moins amis finalement avec l'Occident, mais peu importe en fait, non seulement ils avaient dépensé leurs milliards dans des yachts, dans des villas et dans des trains de vie de luxe en Occident, mais quand les sanctions sont arrivées, le reste de leurs milliards ont quand même été confisqués. Et ce à quoi Poutine a dit, ben voilà, maintenant vous pouvez revenir, mais n'oubliez jamais ce que vous a fait l'Occident, puisque forcément ces personnes sont également des gens qui s'étaient retrouvés à la tête de ces boîtes parce qu'ils avaient de grandes qualités de chefs d'entreprise, qu'il n'y a pas tellement de personnes qui ont ce genre de profil, et Poutine est un pragmatique. Donc s'il a des personnes qui ont des talents particuliers, il ne veut pas les perdre, il considère qu'on peut avoir une forme de rédemption, un peu cette histoire de Yeltsin que j'évoquais en début d'entretien. À titre d'exemple, pendant toutes les années Yeltsin, les patrons, les familles liées à la mafia étaient complètement exécutées, etc. Et ça, c'est quelque chose qui a considérablement déplu à l'Occident, mais quand Vladimir Poutine a compris, entre guillemets, les règles de l'Organisation mondiale du commerce, avec des appels d'offres complètement biaisés par les règles de compagnie d'assurance, les normes de sécurité, etc., qui faisaient que les compagnies russes pouvaient rarement remporter dans leur propre pays les contrats, et que c'était toujours les grosses compagnies occidentales qui, là encore, venaient construire les autoroutes dans des conditions délirantes, avec des prix complètement au-delà du marché, etc. Et ben, il a commencé à utiliser des patrons de la mafia pour aider à négocier. Et d'un seul coup, les choses se sont mises à être négociées dans des conditions bien plus favorables à l'industrie, avec des résultats extrêmement rapides pour construire les immeubles, etc., etc. Et en particulier le pont de Kerch en Crimée qui est sorti en 2 ou 3 ans. Donc si on compare avec le viaduc de Milo ou le pont de l'île Lorraine, on voit bien la différence de performance. Et là, en même pas 3 mois, il a été réparé, alors que c'est des morceaux de pont qui font 300 tonnes chacun. Il y avait jusqu'à 500 personnes en permanence qui bossaient, mais physiquement sur le terrain, 24 heures sur 24, avec des dizaines d'équipements entre les voies ferrées, la remise en place des câbles, la consolidation des piliers, le changement donc, de tronçon complet de l'autoroute, puis après remettre les couches de bitume. Donc c'est extrêmement important ce qui a été fait, puisque c'est également une route d'acheminement militaire important, mais c'est aussi une manière pour la Russie de sans cesse montrer qu'elle s'intéresse à tout ce qui se passe dans toutes les régions, y compris les plus éloignées, quand il y a une catastrophe naturelle ou une catastrophe de ce genre. Donc, il restaure petit à petit le pouvoir vertical en Russie, l'autorité, la fierté. Et ce qui est bien, parce que les Russes étaient à la fin du mandat d'Yeltsin, et donc l'effondrement économique de la Russie. Alors, pour les Russes, parce que la Russie était devenue, c'était la poule aux œufs d'or pour le monde anglo-saxon. Donc, il faut voir que la Russie, le peuple était ruiné, avait faim, mais les gens qui avaient su se placer aux bons endroits en Russie rapportaient des milliards hors de Russie. Donc le peuple est content, la notoriété de Poutine montre considérablement, mais le pays est devenu quand même un nain économique. Mais il a une vraie ambition sur le terrain militaire, et il a un plan. Donc en fait, Poutine va faire le dos rond, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des crises, même en reprenant ses boîtes, etc., ils vont accepter les règles, les tribunaux, puisque évidemment quand les boîtes sont renationalisées, etc., il y a des procès qui ont lieu aux États-Unis, en Angleterre ou dans différents pays pour essayer de punir la Russie et puis essayer de confisquer des avoirs de la Russie, puisqu'il y a toujours eu cette espèce de haine pour ce grand pays qui était en train d'être complètement dépecé et qui allait être éclaté entre ces différentes régions et pris complètement par le capitalisme anglo-saxon, et qui finalement petit à petit se réveille, mais
mais en restant finalement assez faible. Donc il y avait toujours ce sentiment des Américains de pouvoir à tout moment reprendre le contrôle ou organiser une révolution de couleur ou utiliser un proxy en se rapprochant avec l'OTAN comme on s'en est rendu compte de la Russie, jusqu'à la faire soit exploser de l'intérieur avec un travail de longue haleine, puisque maintenant on sait qu'il y a eu un travail de longue haleine, puisque ça a été complètement divulgué par Donald Trump, qui a quand même été président, donc il a eu accès à tous les dossiers. Donc le rôle de Victoria Nuland dans la révolution, la révolte de Médane, mais qui elle-même l'avait dit. Et puis de toute façon, les Américains sont toujours fiers des opérations qu'ils font pour renverser des gouvernements. Donc on a un Moscou faible, économie faible, armée disloquée, et là Poutine dit, voilà, on va remobiliser les services de renseignement. Lui vient du KGB, donc évidemment il a le sentiment que c'est extrêmement important dans un pays qui finalement a été contaminé par un virus de l'intérieur et qui était quasiment allé trop loin. C'est-à-dire que quand il arrive fin 99, réellement la probabilité de redresser la Russie où elle en est aujourd'hui, elle est quasiment nulle. C'est-à-dire qu'il fallait un Poutine, la stabilité qu'il a mise en place, vraiment le respect des lois, la confiance qu'il a su créer autour de lui, et même dans la zone alentour, puisqu'il y avait toujours cette espèce de guerre d'influence avec les pays voisins, etc., que ce soit la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, etc. Et il a réussi petit à petit à redresser donc la police, l'armée, etc. Et pas virer trop vite, entre guillemets, mais identifier bien cette cinquième colonne, parce que pendant toute cette période, Poutine croit sincèrement que la Russie va pouvoir rentrer dans le théâtre des nations. Il pense que, en respectant les règles des grandes démocraties occidentales, la Russie va pouvoir s'imposer. Et donc il veut même négocier avec l'Europe des traités, et éventuellement, pourquoi pas, rejoindre à terme l'Union européenne. Il propose de rejoindre l'OTAN. Évidemment, tout ça est lettre morte, puisqu'en fait, comme on entend parfois même dans la bouche de candidats à l'élection présidentielle aux États-Unis républicains, DeSantis, il considère que la Russie, ce n'est qu'une pompe à essence et éventuellement une pompe à gaz. Et sinon, c'est pas un pays, c'est rien du tout. Donc pas de civilisation russe, pas de culture russe, etc. Et on voit que tout ça, finalement, ça va faire que Poutine va réarmer, entre guillemets, la civilisation russe, et la réarmer autour de son armée et autour de sa religion. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, et c'est le jour où il va affirmer ces deux points-là de façon beaucoup plus forte. Donc, en particulier avec son discours de Munich en 2007, où il accuse la Russie les États-Unis d'être responsables véritablement de tous les chaos du monde, au Moyen-Orient, Proche-Orient, etc., et de déstabiliser en permanence le monde pour leurs intérêts, et en trichant et en mentant. Mais il va le refaire au fur et à mesure, et je vous invite à lire les discours de Poutine. Et donc il va réarmer religieusement et militairement, jusqu'à annoncer donc les missiles hypersoniques, les torpilles Poséidon, les missiles Sarmat, les nouveaux tanks, etc. Et lancer véritablement une économie de guerre, mais également une diplomatie forte en Afrique, une économie forte vers l'Eurasie, vers l'Asie, avec, y compris pendant la guerre en Syrie, cette capacité de maintenir, entre guillemets, un lien avec la Turquie d'Erdogan. Et je rappelle d'ailleurs que quand Erdogan a subi un coup d'État, la Russie a été un acteur pour éviter à Erdogan de se faire prendre par les putschistes, ce qui aurait complètement changé la situation en Turquie. Je pense que Erdogan ne l'oubliera jamais. Donc il respecte le droit international,
mais il considère que il faut une force et une capacité persuasive. Et donc, il a un chef des armées, Shoigu, qui est vraiment quelqu'un en qui il a une toute confiance, et un chef de la diplomatie, Lavrov, idem, et qui, au fur et à mesure des années, se sont imposés comme quasiment les meilleurs à leur poste. On voit que dans tous les autres pays du monde, c'est le défilé des ministres de la Défense, le défilé des ministres des Affaires étrangères, etc. Il y a une énorme stabilité, y compris au niveau des ambassadeurs à l'ONU, qui ne changent quasiment que quand ils ont des morts parfois un peu étranges. Donc en Russie, en tout cas, il y a un pouvoir politique qui devient fort. Il y avait des oligarques extrêmement forts dans les médias, dans les industries, dans le pétrole. Donc Poutine remet tout ça au carré. Alors il y a beaucoup de bruit qui court sur le fait qu'il aurait fait une énorme fortune, il aurait fait... Tout ça, c'est évidemment peu vraisemblable, comme tout ce qui a été raconté sur ses maladies, comme tout ce qui a été raconté sur tout ce qui le concerne, ses filles, ses machins, etc. etc. Ça, c'est de la géopolitique de journaux de gare. La réalité, c'est que Poutine est quelqu'un qui, comme je l'ai dit plusieurs fois, et je pense que je le répéterai encore, a consacré sa vie à son pays. Et je pense que jusqu'à la fin de ses jours, et il ne pourra pas tellement s'en éloigner. À tel point d'ailleurs que la constitution de la Russie a évolué et qu'aujourd'hui il pourrait rester président jusqu'à 2036 sans même avoir besoin, comme pendant les années où il faisait des présidences tournantes avec Medvedev, lui laisser la place ou la reprendre. Mais je ne pense pas que ce soit ses intentions, puisque comme je disais tout à l'heure, dans les dernières modifications de la Constitution, on a un pouvoir parlementaire qui a pris énormément de place. Euh, on a vu, donc j'évoquais tout à l'heure Gorodowski, et bon, bah, il y a Berezovski aussi qui était dans les médias, personnage important, et toujours cette espèce de blitzkrieg de Poutine qui prépare, et quand il a décidé d'agir, les choses se passent très très vite. En 20 ans, malgré les sanctions, les pressions, les attaques sur le rouble, enfin tout ce que la Russie a pu vivre, le PNB a été augmenté de 4 fois. Aujourd'hui, pouvoir d'achat équivalent, donc la Russie est assez proche de l'Italie, mais comme elle a un niveau universitaire extraordinaire, en réalité, on voit bien que la Russie est réellement une des plus grandes puissances du monde. Alors évidemment pas à l'égal sur le plan économique de ce que peuvent être les États-Unis, la Chine ou même l'Inde et l'Allemagne, mais sur le plan militaire et géopolitique, la Russie mérite véritablement sa place au Conseil permanent des Nations Unies, et même si elle ne fait plus partie du G8, puisqu'elle a été exclue depuis 2014 de toutes ces réunions, ça reste allez, disons, une des 5 ou 8 plus grandes puissances économiques mondiales. Et on voit bien d'ailleurs qu'elle est en train de mettre, elle, à genoux, tous les pays de l'OTAN qui ne savent plus comment non seulement soutenir l'Ukraine dans cette guerre, aussi bien financièrement, puisque l'Ukraine est complètement exsangue et a besoin, pour payer ses fonctionnaires, pour payer ses soldats, etc., de l'argent de l'Union européenne et des États-Unis, également militairement, mais surtout le contre-coup des sanctions, avec des énergies qui ont monté, qui sont plus difficiles à trouver. C'est-à-dire que ce n'est même pas le prix, entre guillemets, du gaz qui a monté, c'est que le gaz que se produit l'Europe est bien au-dessus des prix classiques, puisque il arrive par bateau de très loin, et tout ça évidemment renchérit considérablement les coûts par rapport au gaz qui arrivait d'excellente qualité avec les Nord Stream. Donc je ne rentrerai pas dans le détail trop des Nord Stream, pont de cache, etc. Mais on voit bien que Nord Stream, c'était quelque chose qui était en train de relier, et il y avait une vraie stratégie avec beaucoup les Allemands, Schröder, mais ça avait été maintenu avec Merkel, de pouvoir travailler avec les Russes en bonne intelligence, puisque l'industrie allemande, grâce à cette énergie très peu chère, était véritablement
devenue et restée la deuxième la deuxième économie mondiale pour les exportations, donc son industrie lourde, son industrie, etc., profite énormément de cette relation et de cette stabilité de la relation avec la Russie. Aujourd'hui, on va voir, on n'est sans doute que dans les prémices, mais il est très vraisemblable que si cette guerre ne s'arrête pas très très vite et que des solutions de paix ne sont pas négociées avec la Russie, toute l'Union européenne s'effondre complètement, et pas simplement évidemment au niveau industriel, mais au niveau agricole, à cause des engrais, mais à cause de tous les coûts hein, qui sont liés à ça, et la production, transport, produits agricoles, etc., puisque la Russie est un des greniers à blé du monde, puisqu'après les sanctions de 2014, donc suite à l'annexion de la Crimée, ils ont eu un plan agricole considérable qui a porté ses fruits et qui fait que c'est le plus grand exportateur de produits blé, oléagineux, etc. Et, je crains fortement que si ce conflit se prolonge, on réentende parler de risques importants de famine et évidemment de pénurie énergétique. Donc Poutine a fait beaucoup de réformes également dans la fiscalité. Il a taxé très fortement les plus grosses fortunes. Donc c'est vraiment un réformateur. Pendant longtemps, il n'a pas touché aux retraites. Récemment, il a retouché aux retraites avec l'accroissement de l'espérance de vie et puis une population plus secondaire, mais en payant beaucoup mieux les retraités passés et surtout les retraités militaires. Il a vécu plein de stratégies, hein, de tragédies. Je parlais de Beslan et autres. Donc, grosse augmentation des revenus en Russie, stabilité, sentiment de fierté, liberté individuelle. Et il faut savoir, pour les gens, je crois qu'il y a Valeurs Actuelles qui était sur place récemment, qui a fait un reportage sur ce qui se passait à Moscou et dans d'autres grandes villes. Moi, je peux confirmer pour d'autres raisons, puisque j'ai beaucoup de relations qui sont sur place. Les restos sont pleins, les boîtes de nuit sont pleines, les centres commerciaux tournent comme jamais. Et de toute façon, la Banque mondiale le dit, et elle l'a dit de la Russie après chaque crise. Elle s'est redressée, la crise de 2008, la crise de 2014. Maintenant, la crise de 2022, elle s'est redressée beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait prévoir et beaucoup plus solide à chaque fois. Beaucoup de résilience et elle ressortait de là plus forte et avec une croissance bien plus rapide que ce qui était attendu. Et on voit là, avec le début de l'opération spéciale, pour l'année prochaine, ils annoncent une croissance en Russie bien supérieure à celle qui est attendue pour l'Europe, par exemple, alors que la Russie était censée être complètement KO. Alors, quoi dire toujours cette manière qu'ont eu les Américains, je l'évoquais plusieurs fois, de se moquer des Russes. Donc j'ai parlé tout à l'heure du discours de 2007, les promesses non respectées, le chaos au Moyen-Orient, au Proche-Orient, mais également cette capacité sans cesse pour l'Occident de se rapprocher des frontières russes et donc d'être extrêmement menaçante et pas l'inverse. Il suffit de regarder les cartes et voir toutes les bases militaires qui sont présentes. Et depuis maintenant, on a également les bases de biolab qui sont présentes. C'est quelque chose que j'évoquerai dans une autre capsule, pas dans celle-là, mais c'est une des raisons également de l'opération spéciale. Donc suite à la crise du Covid, c'est les biolabs. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas d'enquête. Les Français ont voté contre l'enquête aux Nations Unies. Et j'aimerais vraiment que quelqu'un explique aux Français pourquoi la France a voté contre ces enquêtes aux Nations Unies. Donc Poutine a été le président de la très rapide guerre en Géorgie, et où Sarkozy avait joué un rôle significatif hein, en 2008. Évidemment, il est président de l'opération spéciale en Ukraine. Puis après la guerre en Géorgie, il y a cette crise, la crise des subprimes, et qui touche évidemment également et très fortement la Russie. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine également accusera les USA de ruiner le monde
avec leur sphère économique et financière et le dollar. Donc dès 2008, il l'évoque, pas aussi fortement qu'il l'évoque dans ses discours récents, mais il a toujours été clair sur ces choses-là, il a toujours été transparent, il a toujours essayé d'expliquer les choses. Donc il a été à peine contesté, entre guillemets, pour l'élection de 2011, qui a été un peu plus difficile à gagner au niveau des législatives. En 2013, quand Snowden révèle toutes les affaires d'écoute et qui fuit en Russie, il y a une gestion diplomatique très efficace de la Russie et qui permet également de reculer, entre guillemets, la révolution, la première tentative de révolution en Syrie. Bon, la suivante, elle, va bien commencer. Alors Poutine, c'est le président aussi, et là je fais un petit aparté, des Jeux de Sochi, donc, et qui ont été boycottés par beaucoup de pays, et également de la Coupe du Monde de football de 2018. Donc vous vous rappelez que cette Coupe du Monde, c'était les Anglais, les Américains qui ont rêvé, finalement ça avait été la Russie et le Qatar qui l'avaient eu, ce qui montre à quel point le poids de la Russie était en train de changer. Et la Champions League d'ailleurs en 2022 qui devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg et qui avait été très largement financée par Gazprom qui avait donné des centaines de millions à l'UEFA pour avoir cette Champions League, et était devenu le sponsor principal. Et je vous rappelle que la Champions League a été piquée par la France. Puisque évidemment on s'est mis à boycotter les sportifs russes. Alors ils en souffraient déjà dans l'olympisme, etc., puisqu'ils sont très loin d'être les pays du dopage, mais on a réussi à donner l'impression que c'était eux, en tout cas pendant les années Poutine, peut-être pendant les années soviétiques, c'était une possibilité, mais c'est tout ce que les Américains, enfin on a vu des athlètes américains avec ou canadiens avec des performances incroyables. Mais là, il n'y a jamais eu de sanction à l'échelle des sports pour les pays en question. Mais donc les Russes ont perdu l'organisation. Aucun remboursement, évidemment, n'a été fait, rien du tout. La France a piqué l'organisation et tout le monde se rappelle du désastre qu'a été la Champions League à Paris. Je pense que les personnes oublient assez rapidement, mais ça a été un désastre terrible. Et j'espère, si les Jeux Olympiques de 2024 ont lieu, qu'il y aura moins de rats et que ce sera un moins grand désastre, parce que les gens qui ont été agressés, à qui on a piqué leur argent, les femmes qui ont été molestées, etc., ça a été d'une tristesse, que ce soit avant le match ou après le match. Et pour avoir été membre de la direction générale du Stade de France, comité exécutif, je peux vous dire que je n'en reviens pas de cette organisation. Ça a demandé si ça n'avait pas été fait exprès. J'ai eu des interviews sur le sujet, donc si vous voulez me réentendre en parler. 2018, juste une anecdote pour les qualifications. Les USA ont réussi à perdre, je crois, c'était contre l'équipe de toute petite île, genre 20 000 habitants. Un match, ils ont perdu 2-1 alors qu'il suffisait de faire un match nul. Une équipe qui avait jamais perdu moins de 7 ou 8 euros, c'était une des rares fois qu'elle participait. Et à cause de ce résultat, les Américains n'ont pas été qualifiés. Pourquoi ils n'ont pas été qualifiés? Tout simplement pour éviter que les Américains se rendent compte en 2018 que la Russie c'était un pays magnifique où les gens étaient heureux, et pour maintenir cette image de la Russie soviétique avec un dictateur à sa tête, etc. Évidemment, ça n'aurait pas été possible de maintenir cette histoire si les télés américaines avaient pu aller là-bas et faire des reportages. Il s'est passé, pour ainsi dire, la même chose avec la Libye de Kadhafi, avec des conséquences beaucoup plus graves, puisque la Libye de Kadhafi allait avoir la Coupe d'Afrique des Nations, donc le monde allait voir ce qu'était réellement la Libye, et encore une fois, pas l'idée d'un dictateur sanguinaire, etc. Donc en allant sur place, évidemment, cette Coupe d'Afrique des Nations n'a jamais eu lieu, et ça donnera sans doute lieu à une autre capsule. Donc valeurs chrétiennes, valeurs familiales, c'est véritablement très très important. Interdiction du prosélytisme woke et de l'homosexualité, qui est complètement libre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas du tout pénalisée
comme elle pourrait l'être dans pas mal de pays très proches des États-Unis, donc elle n'est pas dépénalisée, mais Poutine ne veut pas qu'on fasse de prosélytisme, il ne veut pas qu'on encourage dans les écoles ça, il ne veut pas que l'État finance des changements de sexe, etc., sauf des cas très très exceptionnels, et il ne veut pas que son pays se mette à ressembler aux États-Unis. Et si vous vous amusez à regarder les médias sur ce qui est en train de se passer, mais le délire woke, c'est complètement emparé de nos sociétés. Mais il y a un autre délire, c'est quand même cette volonté de passer son temps de certains pays à s'occuper de ce qui se passe ailleurs, alors que leurs banlieues sont dans un état de délabrement mais catastrophique, minable, avec des millions de personnes sous le seuil de pauvreté qui se droguent avec des drogues infernales, et personne ne s'en occupe. Alors il y a toujours un peu de mécénat, etc., parce que le peuple américain est un peuple très très généreux, mais le gouvernement américain, en tout cas quand c'est les démocrates qui sont en place, ils ont plutôt tendance à vouloir aller mettre la démocratie partout, à ouvrir les frontières de façon relativement débridée, en ne se préoccupant pas des conséquences que ça aura sur leur pays, et surtout sur les plus faibles. Donc, j'ai évoqué coup d'État de Médane, j'ai évoqué la Syrie, la relation très particulière de la Russie avec la Turquie, la relation de plus en plus forte de la Russie de Poutine avec l'Iran. Je vous rappelle que Poutine est allé là-bas et qu'il a reçu le président iranien, que Lavrov y est régulièrement. Donc on a véritablement une puissance régionale très très forte de l'Iran, puissance régionale d'un point de vue économique, mais également militaire. Et on a lié aux deux pays la Chine qui a considérablement accru ses relations économiques avec la Russie, puisqu'elle a énormément profité de tous les boycotts et les sanctions qui ont été menés pour avoir un décuplement de ces échanges, puisqu'ils ont récupéré une grande partie du gaz en fait, qui était destiné à l'Europe, hein, avec Force Sibérie, donc cet énorme gazoduc qui va vers la Chine continentale, mais la Chine qui aussi a de très fortes relations avec l'Iran, et Russie et Chine qui s'assurent en permanence qu'il n'y a pas de velléité trop agressive envers l'Iran. Donc la Russie a démontré avec la Syrie qu'elle n'avait aucun problème pour aller se mêler militairement du soutien d'un pays quand il est attaqué par des révolutions de couleur ou des bons terroristes. Je vous rappelle que d'un seul coup, l'État islamique qui était côté Syrie était fait de bons terroristes qu'il fallait soutenir. La diplomatie française a été en dessous de tout. Je le dis, et pareil, il avait annoncé que la Russie ne tiendrait pas. Et c'est les mêmes personnes qui étaient sur les plateaux pour parler de l'incapacité de la Russie à tenir dans le cadre d'un conflit long en Syrie, qui sont interrogés à nouveau sur ce qui se passe en Ukraine. C'est-à-dire toujours les désinformateurs sont là à la télé, souvent grassement payés par qui, par quoi, comment, pour raconter n'importe quoi et tromper les Français et nous faire être tout le temps du mauvais côté de l'histoire. Et ça, c'est vraiment important, je tiens à le dire. Je sais que c'est compliqué parce qu'on vous assène à la télé, même dans toutes les émissions, des bêtises par rapport à ce qu'est Poutine, par rapport à ce qu'est la Russie, par rapport à ce qu'est la guerre, par rapport à ce qui se passe dans une guerre. Mais heureusement, aujourd'hui, il y a des médias alternatifs qui commencent à prendre leur essor, qui vont devenir importants, qui vont sur le terrain, qui essaient de rétablir la vérité. C'est extrêmement difficile, parce qu'on voit que s'il n'y avait pas une limitation maintenant de la censure, que ce soit sur Twitter, mais également un peu partout, grâce à ce qui est en train de se passer aux États-Unis, avec le retour des républicains au Congrès qui change beaucoup la donne, parce qu'il y a des enquêtes qui sont lancées, mais tout ça est extrêmement fragile. Extrêmement fragile, ça pourrait à tout moment changer. On a vu la vigueur à laquelle les chaînes de télé, RT, Sputnik, mais plein d'autres ont été censurées. Puis, quand la censure ne suffisait pas, on leur a coupé la capacité à payer leurs journalistes, etc., alors qu'elles émettaient surtout pour l'Afrique francophone. Donc à tout moment, ça peut arriver. Il y a des tentatives dans beaucoup de pays d'Europe, etc., de changer la loi
pour empêcher les gens de sortir du narratif. Ils ont réussi à faire ça dans le domaine médical, c'est-à-dire qu'ils ont réussi, et ils réussiront de plus en plus, à imposer aux médecins à ne pas sortir de la doxa. Je vais encore faire rapidement, mais par exemple, après l'incendie de Notre-Dame, ils ont imposé à tous les architectes des monuments nationaux de venir chercher les éléments de langage, puisqu'un des anciens architectes, celui qui s'était occupé de la sécurité, avait dit que c'était complètement impossible cet incendie pour une cause involontaire, c'était forcément quelque chose de volontaire. Donc ils ont changé les règles. On a eu des médecins, dont beaucoup sont encore suspendus, qui se sont opposés, qui se sont exprimés fortement dans le cadre de la dernière pandémie. Et bien maintenant, que ce soit l'ordre des médecins, etc., tout ça est armé pour empêcher la moindre résistance la prochaine fois. Et on fait la même chose sur le terrain des conflits. Donc on voit qu'il y a cette volonté dans les pays européens d'empêcher les gens de pouvoir réfléchir, de pouvoir s'exprimer librement sur les sujets vraiment importants. Donc encore une fois, la diplomatie française a tout le temps tout faux, les médias français énormément, et même les émissions de divertissement, dites de divertissement, finalement, elles ne parlent pas tellement de ces sujets-là. Quand elles parlent, elles prennent des espèces de faux ex-espions, de barbouzes, de gens comme ça qui s'expriment mal et qui ne connaissent pas, qui n'essaient pas de s'exprimer clairement sur les sujets. Bon, j'ai très rapidement évoqué la relation étonnante, hein, mais en Syrie, il y avait quand même eu cet avion russe qui avait été abattu, et encore on voit bien toute l'habileté de Poutine. Le chef des armées Surokovine, donc en Syrie, qui vient de prendre un rôle plus important avec Wagner dans l'opération spéciale en Ukraine. Les Tchétchènes sont toujours très présents, mais peut-être un petit peu moins visibles. Il y a un personnage qui a eu un rôle très fort pendant la période Syrie, début de l'opération spéciale, c'est Boris Johnson, et on comprend bien pourquoi, puisque, encore une fois, c'est Londres qui profitait au plus de la manne financière, assurance, et des sociétés russes qui avaient été dépecées et qui qui auraient rêvé de pouvoir retrouver cette hégémonie, et qui en rêvent de toute façon, puisqu'ils sont des chevals de guerre dans tout ça. On a eu en 2016 l'élection de Trump, hein, qui a été complètement pourrie par soi-disant une interférence des Russes dans cette élection. Et on sait depuis, puisque l'enquête a conclu que c'était absolument faux, que tout avait été inventé, mais non seulement inventé, mais qu'il y avait une très forte implication de Clinton et d'Obama dans le détournement de preuves avec le patron du FBI de l'époque, et même la création de preuves, ce qui est très grave. Mais autant dans un sens, ils ont réussi à pourrir la vie de Trump, et puis ils ont réussi à faire en sorte qu'à l'élection suivante, il n'a pas été élu, autant dans l'autre sens, finalement, malheureusement, ça accouche d'une souris, parce qu'il y a une véritable dissymétrie, et les positions qui sont celles de Trump ne sont pas celles qui sont choisies par l'État profond américain, puisque l'idée c'est d'avoir un contrôle hégémonique sur le monde qui est lié au dollar, alors que Trump voulait véritablement une America First, et beaucoup moins aller partout, puisque peut-être il avait compris qu'il y avait une nouvelle phase qui se passait avec une Chine hyper puissante, une Russie très forte, et qu'il fallait effectivement avoir des relations industrielles, économiques, etc., plus saines, que penser que ces pays allaient pouvoir être contenus, voire même détruits. Puisque l'objectif de l'opération spéciale en Ukraine, c'était véritablement de détruire et de faire complètement imploser de l'intérieur la Russie, exploser. Et ça aurait pu arriver au début si la Russie n'avait pas tenu compte de toutes les leçons qu'elle avait apprises au fur et à mesure des différentes crises qu'elle a subies, pour être très résiliente et extraordinairement ferme, essentiellement sur le point de vue des médias et de la cinquième colonne. Alors je vous recommande les films et les interviews d'Oliver Stone sur le sujet.
Donc évidemment, aucun lien avec Trump. J'évoquais tout à l'heure en 2018 la visite du président Poutine en France, qui était reçu à Versailles par le président Macron. Dès le début, on sait que Macron veut censurer les médias russes, il les attaque, il est vraiment, il accueille le président Poutine, mais il veut lui donner l'impression que la Russie c'est un tout petit pays, et on sent qu'il y a une vraie défiance et une très très mauvaise position de la France, qui va être, d'ailleurs on l'a vu jusqu'au début du conflit et depuis le début du conflit, un des acteurs qui a attisé le plus le feu. Alors c'est pas très diplomatique, mais c'est vrai. D'ailleurs, Poutine ne prend plus au téléphone le président Macron, qui d'ailleurs pendant la campagne avait pas hésité à montrer et à divulguer des échanges qu'il avait pu avoir, ce qui est complètement hors de toute diplomatie, et à essayer de faire avec Marine Le Pen ce que les démocrates avaient fait à Donald Trump, c'est-à-dire dans le débat de la présidentielle, faire croire qu'elle était elle aussi financée par les Russes. Donc on voit, c'est toujours ces mêmes recettes qui sont utilisées, mais ce rôle nocif qu'a eu la France, que ce soit en Syrie, que ce soit, il y a certains personnages de l'ombre du pouvoir, BHL pour le citer, qui sont toujours présents dans ces cas-là. Et là, il vient de sortir un film. Donc il y a comme une espèce de répétition. Libye, Syrie, Ukraine, il fait toujours des films. Et il a toujours un rôle, finalement, malheureusement, très nocif et qui n'est pas, à la hauteur de ce qu'est la France, qui devrait être un pays diplomatique, un pays qui apaise, un pays qui aide à la paix, qui permet de faire des médiations, et c'est pas du tout le cas. Juste à titre anecdotique, beaucoup de médiations qui ont lieu pour permettre la libération de prisonniers de guerre, l'échange de prisonniers de guerre, sont faites entre l'Ukraine et la Russie, sont aidées entre autres par la diplomatie d'Arabie Saoudite. Et je rappelle également que le gouvernement Bennett avait été très acteur pour essayer de, très vite en mars, alors que la France poussait vers la guerre avec l'Angleterre, etc. Donc Bennett, donc avec la réunion de nouveau à Versailles, où tous les présidents et chefs de gouvernement d'UE avaient dit on va aider l'Ukraine, on va fournir des armes à l'Ukraine, et on va financer l'Ukraine, et on va faire des sanctions énormes, et on va détruire et mettre à genoux, et même notre ministre de la Défense a évoqué le mot guerre contre la Russie. Bah, le premier ministre israélien Bennett, lui, avait essayé avec les Turcs d'obtenir des conditions de paix, et les Allemands, on voit que ça n'a pas marché. Les Américains avaient un vrai doute sur la fiabilité, entre guillemets, dans leur camp des Allemands. Donc ils ont décidé, en tout cas c'est la thèse de Hersh, et de toute façon tout le monde sait que seul un État très puissant pouvait faire ces attentats compte tenu de leur spécificité, où ils avaient lieu, etc. Et ça ne pouvait pas être la Russie, donc ça pouvait être que... Et donc ils ont détruit, pour ne laisser plus aucune possibilité à l'Allemagne de son camp, puisque l'Allemagne maintenant est dépendante complètement du bon vouloir des Américains pour sa fourniture en énergie, qui est essentielle pour un pays industriel. Et donc l'Allemagne maintenant est comme la France devenue un caniche au sein de l'OTAN, et un caniche des Américains. Donc il y a un Premier ministre important également, j'ai évoqué Mishustin, qu'on voit pas beaucoup, qui est extrêmement actif, qui a également comme rôle de réduire la pauvreté. La Russie a été instrumentale pour permettre la paix au Karabakh, entre l'Azerbaïdjan très riche et une Arménie pauvre, pas la France. Bon, il y a toutes les anecdotes qu'a eu à subir Navalny, les affaires Skripal, etc. Donc on a toujours essayé de dire que les Russes essayaient d'empoisonner, mais ils étaient incapables de le faire, qu'ils utilisaient des armes chimiques, mais dont il n'y avait pas la preuve, etc. Puisque, en fait, finalement, tous les chefs d'État qu'on essaie de renverser en Occident, ils utilisent l'arme chimique, ou c'est des empoisonneurs. 2021, donc énormément d'annonces d'armes super puissantes de la Russie. Depuis, ils ont commencé à en utiliser un certain nombre. Et l'idée, c'était de calmer les ardeurs belliqueuses. De se dire, mais attention,
Vous savez, une puissance nucléaire ne peut pas perdre la guerre. Et Poutine l'a toujours dit. Il a toujours dit que s'il sentait que le combat était inévitable, il attaquerait en premier. Ce qu'il a fait en Géorgie. Ce qu'il a fait avec l'opération spéciale en Ukraine, donc pour dénazifier. Je vous rappelle ce qu'il a dit. Là, je fais que rapporter ses propos. Et également ont été évoqués à plusieurs reprises au cours des derniers mois les armements nucléaires. Donc, ce qu'on peut dire pour résumer par rapport aux 22 ans de pouvoir de Poutine, c'est qu'il a redressé son pays, il lui a redonné une fierté, il lui a redonné une place dans l'échiquier des nations, une place qui déborde complètement de la Russie, puisque la Russie est maintenant à nouveau très active, par exemple au Venezuela, en Iran, en Afrique, directement ou avec Wagner. Elle est très reconnue. Les instituts de sondage montrent que la popularité de Poutine est très forte. Et même si on nous annonce que les votes aux Nations Unies ne sont pas favorables à la Russie, en fait, quand on regarde en termes de population mondiale, c'est incroyable. Et puis surtout, on découvre que dans les coulisses de ces votes, il y a des tractations qui sont absolument infernales. Il y a même des pays, par exemple le Sénégal, on ne voit même plus personne pour voter, parce qu'ils n'ont pas envie, évidemment, de voter pour, ils n'ont pas envie forcément de s'abstenir ou de voter contre. Et donc, il y a des pays qui ne vont même plus voter, tellement les pressions sont infernales, et donc ils préfèrent s'abstenir. Il y a un pays qui est vraiment soudé, un pays qui est devenu fort, qui est sur la liste de l'Union européenne, des États soutiens du terrorisme. Alors tout ça, ça fait partie d'une stratégie pour essayer de piquer l'argent qui a été gelé suite aux sanctions. Alors on parlait de 250 milliards, il paraît qu'une très très grande partie de cet argent aurait disparu. Donc, où est-ce que c'est? Est-ce que ça a été utilisé, piqué, etc. On a vu tout ce qui avait pu se passer avec les FTX, les blockchains, etc. Puisqu'aujourd'hui, l'essentiel de l'argent, c'est des lignes informatiques. C'est pas forcément des billets. Donc, le rouble a été dévalué. Il avait considérablement chuté. Il est remonté. Je ne vais pas parler de sa vie, la vie personnelle. Vous pourrez aller chercher. Mot-clé avec Poutine, c'est véritablement le mot civilisation. Et à l'écouter, ou à écouter Kirill, ou à écouter les gens du gouvernement, ils hésitent de moins en moins maintenant qu'ils sentent que les différents pays comprennent ce qui est en train de se passer, les scandales qu'on découvre avec le traitement des pandémies, le scandale des biolabs, les scandales de la censure, les scandales des dossiers, de la triche, etc. On sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le monde. Et donc la Russie hésite de moins en moins à parler de guerre contre la civilisation. Les Russes ne disent pas c'est une guerre contre la civilisation russe, c'est vraiment une guerre contre la civilisation, une guerre woke. Et je crois que c'est le jour où Poutine a vraiment évoqué cette idée, le plus fort, qui s'est retrouvé devenir l'ennemi numéro un du monde. Concernant le climat, Poutine est plutôt, on pourrait considérer comme un climato-sceptique. Et là, je vous invite à chercher les gens qui sont climato-sceptiques et écrire pourquoi. Vous aurez peut-être un peu de mal à les trouver, à les lire, parce que, pareil, le climat, c'est une religion. Et comme la Russie est méchante, c'est une religion. Comme le Covid, c'était la fin du monde, etc. C'était une religion. Donc, toutes ces choses sont en train de changer. D'ailleurs, les Russes avaient leur propre vaccin, comme les Chinois avaient leur propre vaccin, etc. Aucun n'a été particulièrement efficace pour plein de raisons. Donc voilà, j'espère que vous avez peut-être découvert des choses que vous ignoriez sur Poutine, sur la Russie. Je pense que c'est formidable qu'il soit protégé. Il y a pas mal de personnages. Il y a l'équivalent d'une armée entière, entre guillemets, en Russie qui s'occupe de la protection du président et des personnages importants de l'État russe. Parce qu'il y a une dizaine d'années, il y avait commencé à y avoir une vraie épidémie de morts parmi des gens importants des premiers cercles.
c'est véritablement un personnage qui porte en lui tellement de qualités fortes, et qui a d'ailleurs une énorme admiration pour De Gaulle. Voilà, c'est un personnage clé qui espère à chaque fois peut-être prendre la retraite. Maintenant, il a 70 ans, il a véritablement consacré sa vie à la Russie, mais je pense qu'il partira quand il aura achevé le job. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Merci de partager le plus possible. Merci de liker. Merci de commenter. Je réponds aux commentaires. Je m'intéresse aux commentaires. C'est véritablement important de soutenir cet effort. Je ferai d'autres capsules. J'ai évoqué les sujets sur Kadhafi, Saddam Hussein, l'Afrique, Sankaré, et j'essaierai de plus en plus également quand même de faire parfois des débats et d'avoir des invités comme j'avais commencé à le faire un petit peu, et je le fais de temps en temps sur d'autres chaînes. À bientôt en tout cas, je vous remercie.